Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, votre émission Dites-nous la vérité s'intéresse à un ouvrage. Il s'agit de Essai sur la démocratie en République du Congo, un livre écrit par le père Christian de la Bretèche. Avec lui, nous allons commenter ce livre qui est composé essentiellement des articles tirés du journal La Semaine africaine. Père Christian de la Bretèche, bonjour. Bonjour. Je suis un père du Saint-Esprit, la congrégation du Saint-Esprit. Effectivement, je suis arrivé au Congo en novembre 1963 et j'ai passé toute ma vie missionnaire au service de l'Église du Congo. Voilà, nous allons, avec votre permission, Père, suivre ce portrait que nous avons fait sur vous, un portrait qui retrace un peu les différentes fonctions que vous avez eu à occuper. Suivons. Cet homme, né en 1936, s'appelle Christian de la Bretèche. Religieux spiritain, le père Christian est venu à Brazzaville le 30 octobre 1963. L'homme a consacré à la République du Congo toute sa vie missionnaire, axée sur la pastorale des jeunes et celle du développement. Après une année de stage passée à la paroisse Saint-Esprit de Mongali à Brazzaville et une deuxième à la mission Voka au Poul, il est affecté de nouveau à Brazzaville au foyer Abraham de Bakongo avec le père Jean Morizur. Mais celui-ci est appelé à l'archevêché où Monseigneur Théophile Mbemba, premier archevêque congolais, vient de succéder à Monseigneur Michel Bernard. Il a été nommé aumônier des lycées et de l'université qui vient d'ouvrir une propédeutique et une faculté de droit. Le lancement des cours bibliques s'est fait avec l'abbé Gallet. En 1968, et précisément au mois de mai, le père Christian, qui avait accueilli au foyer Abraham un groupe vocal, les Échos Noirs, effectue un voyage en France avec celui-ci pour une tournée dans les salles pastorales. Mais les jeunes refusent de revenir au Congo et il reste avec eux pendant 12 ans, durant lesquels il accompagne leur groupe devenu les Mbamina dans un milieu des artistes en France. De retour au Congo en 1981, le père Christian devient vicaire à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Wenzé. Il s'investit dans la catéchèse et dans la pastorale des jeunes au sein d'une équipe pastorale dirigée par les pères salésiens. En outre, il assiste l'abbé Isidore Malunga, chargé de la pastorale d'ensemble. Peu de temps après, il est appelé par Bernard Makiza, directeur de la Semaine africaine, pour faire partie du comité de rédaction. Avec les jeunes militants chrétiens, il crée en 1989 une structure d'appui à la création d'entreprises dénommée Forum des jeunes entreprises du Congo. Liant la théorie à la pratique, le père Christian publie dans la Semaine africaine plusieurs articles de réflexion sociale et politique, en particulier durant les années 90. Les années terribles, marquées par 3 épisodes de guerre civile et de profondes transformations des institutions nationales congolaises après le processus démocratique engagé par la Conférence nationale souveraine de 1991. Actuellement, le père Christian est à la paroisse de Mbota à Pointe-Noire comme berger. Père Christian de la Bretèche, Essai sur la démocratie en République du Congo. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à rédiger ce livre? Je faisais partie de l'équipe de rédaction de la Semaine africaine, donc le conseil de rédaction de la Semaine africaine se réunissait toutes les semaines à l'occasion de la conférence nationale et qui s'était fixé l'objectif de rétablir
en République du Congo un régime démocratique. Donc nous avons écrit des articles pour coller aux événements. Donc on suivait les événements, ce qui se passait chaque semaine, ce qu'il y avait de nouveau, les débats qui naissaient entre toutes les parties prenantes. Et j'ai été amené personnellement à écrire les éditoriaux de la Semaine africaine à cette époque. Or c'était nouveau pour la Semaine africaine. La Semaine africaine avait connu au moment de la Révolution des difficultés. Le directeur qui était l'abbé Louis Badila à l'époque avait été arrêté, brutalisé, et donc et après quoi le comité de rédaction de la Semaine africaine a dit bon ben on ne publiera plus d'éditoriaux puisqu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, hein. Donc ça ne sert à rien de rédiger un éditorial qui sera censuré. Et donc pendant toutes ces années, la Semaine africaine ne publiait aucun éditorial. Et donc quand le parti unique a renoncé à son rôle dirigeant, que une liberté de parole a été retrouvée par la presse qui, à cette époque, se développait en République du Congo. Il y avait des journaux qui naissaient régulièrement et tout le monde s'exprimait. Et donc nous aussi, nous sommes exprimés au cœur de ces événements. Mes amis m'ont demandé de sélectionner les articles qui pouvaient éclairer le lecteur et l'inviter à réfléchir à des événements qui ont été très importants en République du Congo et donc des articles qui avaient ouvert des débats qui sont toujours des débats intéressants aujourd'hui. Et donc j'ai fait ce travail. Il y avait trois types de rédaction. Les éditoriaux que je signais la Semaine africaine. Narcisse Mayetela, qui a été le rédacteur du texte constitutionnel, Matondo Kouboutouré, qui était enseignant en sociologie à Bayardel, Sylvain Bemba, qui était un acteur de l'économie, de la politique au Congo, et un homme qui avait une pensée très personnelle et qui, à cette occasion, exprimait ce qui était sa pensée à cette époque où on espérait, et le peuple congolais espérait, fonder un régime démocratique en République du Congo. Oui, justement, Père, dans votre ouvrage, vous vous êtes interrogé aussi sur la conférence nationale et son caractère souverain. Alors, ça a été le premier débat qui a eu lieu au moment où s'ouvrait la conférence nationale. Il y avait donc des gens qui étaient les gens qui avaient exercé le pouvoir jusqu'à présent, et qui pensaient que la conférence nationale devait avoir des objectifs minimums. Donc, se réunir dans un temps minimum, sur des objectifs minimums,
ou une représentation des divers courants politiques et sociaux du pays allait pouvoir s'exprimer sur les principaux problèmes du pays. Et donc c'était un forum qui allait se réunir, mais dont on pensait qu'il n'aurait aucun pouvoir. Et les Congolais, au contraire, disaient le parti unique a renoncé à exercer le pouvoir. Donc le principe selon lequel le parti dirige l'État a été aboli. Donc la société civile redevient souveraine. Et c'est la société civile qui va se réunir à la conférence nationale et elle va s'exprimer souverainement, comme étant le souverain primaire de ce pays. Justement, dans cette même lancée, Monseigneur Ernest Kombo, président du présidium de la conférence nationale souveraine, avait lancé comme ça une phrase « Dieu s'est débrouillé ». Comment Dieu peut-il se débrouiller? Non, mais ça, c'était... Monseigneur Kombo avait dit cela à l'occasion d'une réunion particulière. La semaine africaine fêtait un anniversaire et on a demandé à nos lecteurs de se réunir et pour faire le point et sur l'histoire de la semaine africaine et sur la manière dont elle avait survécu pendant toute cette période révolutionnaire où, comme je viens de le dire, la liberté d'expression n'était pas évidente. Et donc, Monseigneur Kombo avait pris la parole au début de ce forum qui réunissait et il avait eu cette boutade de dire mais comment la semaine africaine a survécu à toutes ces années de la révolution, à cette période où le marxisme était la doctrine officielle du pays. Et donc comment la semaine africaine a survécu alors que toutes les initiatives sociales de l'Église avaient été supprimées. Et donc il avait eu cette boutade, et bien Dieu s'est débrouillé. Voilà. Père Labretèche, toujours dans cette même chaleur, il y a eu des gens qui se sont taillés le luxe de dire que Monseigneur Kombo, un grand cadre de ce pays du point de vue religieux, était un comploteur qui protégeait les voleurs. Partagez-vous ce point de vue? Il était vraiment comploteur? Non, évidemment non. Et donc j'avais écrit un article à ce sujet qui est publié dans le livre. Donc la semaine, la conférence nationale s'était beaucoup occupée, avait beaucoup parlé des détournements de fonds, des biens mal acquis. On disait que les gens qui avaient exercé le pouvoir avaient détourné de l'argent, s'étaient enrichis d'une manière anormale et c'était un débat. Et les participants de la conférence nationale disaient qu'il faudrait mener l'enquête et que les gens qui avaient détourné trop d'argent devraient répondre devant la justice. Et donc c'était un des thèmes qui agitait beaucoup l'opinion à cette époque-là. Et Monseigneur Kombo avait un grand souci qui était que tous ces débats ne dégénèrent pas et qu'on reste dans un climat pacifique
dans lequel on se parle, on essaye d'aborder les problèmes, de dire les choses. Et il avait fait voter par la conférence nationale un acte, je crois que c'était le 018, qui disait que la conférence votait une amnistie au niveau pénal, en ce qui concernait les détournements de fonds, mais maintenait l'exigence de procéder au civil pour que les gens qui s'étaient trop enrichis restituent ce qu'ils avaient détourné. Et donc c'était un choix dans lequel Monseigneur Combo s'était aventuré sur le conseil de Maître Laïlinga, qui était une grande personnalité sur le plan juridique en République du Congo, et en disant donc ces problèmes de détournement de fonds ne seront pas traités au pénal, mais ils seront traités au civil, de manière à ce qu'on puisse parler, qu'on puisse discuter, qu'on puisse négocier. Et donc cela ouvrait la voie à quelque chose qui aurait pu avoir lieu et qui aurait été fondateur sur le plan de l'installation d'une démocratie dans ce pays. Mais voilà. Mais la chose n'a pas été admise par les membres les plus agités de la conférence nationale, et qui ont dit non, il faut être sévère, il faut être rude, ils doivent payer, il faut qu'ils soient punis. Et donc ils tenaient des... Voilà. Et donc quelqu'un avait dit cette idée de Monseigneur Combo vient d'une autre planète, comme si Monseigneur Combo habitait un pays qui n'était pas le sien et rêvait d'un monde qui n'existe pas. Oui, Père, nous savons tous aussi que, en dehors de la chair qui est visible, seul l'esprit est invisible. Curieusement, le 13 janvier 1992, lors d'une mutinerie à Brazzaville, un haut cadre du pays était invisible. On a fouillé partout, on n'a pas retrouvé. Mais c'est M. Milongo qui était le Premier ministre de la transition, qui a été obligé de se réfugier à Kingala parce qu'il était menacé par les militaires qui étaient mécontents du secrétaire d'État à la Défense qui avait été choisi par le Premier ministre. Et donc les militaires n'étaient pas contents, et ils ont voulu le faire savoir, et donc il y a une mutinerie qui s'est... Dans le chapitre 3, vous vous interrogez à la Constitution où d'aucuns estimaient que les Congolais n'étaient pas à même de la rédiger correctement. Nous avions dans notre comité de rédaction le rédacteur de la future Constitution, M. Narcisse Mayetela, et donc nous savions que nous avions là quelqu'un de très compétent, qui n'allait pas écrire n'importe quoi, et qui avait essayé de rédiger un texte qui corresponde au mouvement amorcé par la conférence nationale. Et ce mouvement qui disait nous ne voulons plus confier le pays à un dictateur. Et d'où cette idée d'un exécutif à deux têtes, un président qui préside,
qui a la tâche de mettre en place les institutions, toutes les institutions, et qui pour cela doit être au-dessus des partis, et un Premier ministre qui, lui, est responsable devant le Parlement, de sorte que si la majorité du Parlement exprime un vote de défiance à l'égard du Premier ministre, le président de la République doit le changer, doit le remplacer. Et donc cette disposition de la Constitution posait des problèmes. Père Christian de la Bretèche, ne pensez-vous pas que certains de vos articles étaient quand même trop posés parce que vous avez publié dans le numéro 1901 du 30 janvier au 5 février 92, il faut savoir ce que nous voulons. Oui. Donc c'est ça le problème intéressant d'un texte constitutionnel qu'on va soumettre à référendum. Et donc, ou bien on se dit, c'est pas grave, les intellectuels vont voter, les gens qui n'ont pas fait d'études, ils vont voter aussi, et qu'il y a ceux qui sont dans la cuisine et qui font le repas, et puis les autres n'ont qu'à manger ce qu'on leur a préparé. Cette manière-là de produire un texte constitutionnel, nous avons pensé à la semaine africaine qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Et qu'en réalité, nous avions fait des expériences, des jeunes étudiants qui avaient étudié le texte, le projet de constitution, réunissaient les mamans dans les paroisses pour leur expliquer ce qui était dans le texte constitutionnel. Et les mamans suivaient, les mamans étaient très intéressées. Elles posaient des questions. Et le dialogue, c'était très beau à voir ce dialogue entre des jeunes étudiants et des mamans, hein, et qui étaient en train de... Et on se disait, mais une constitution, si on prend son temps, si on explique, si on ouvre les débats pour tous les points qui ont besoin de faire évoluer les mentalités, eh bien c'est possible. Hein. Il faut dégager, il faut mobiliser toute une animation sociale qui fait que les gens vont choisir les grands déterminants de la Constitution pour laquelle ils vont voter. Et après, une Constitution qui aura été préparée comme ça, auquel le peuple aura eu les moyens, va avoir un statut dans la culture profonde d'une population. Et on ne pourra pas à chaque instant dire oh bah tiens, on va changer ça parce que comme ça va être mieux pour ceci, on va changer ça, ça sera mieux pour cela. Et un texte constitutionnel, c'est pas quelque chose qu'on doit trafiquer, c'est quelque chose qui, une fois qu'il est adopté, doit être d'une certaine manière sacré, hein, et reposer sur une adhésion populaire la plus large et la plus sincère possible. Que peut-on retenir de l'homélie dans laquelle vous faites état de la force d'en haut? Oui, alors, donc à cette époque, dans la semaine africaine, j'écrivais trois sortes de papiers. Donc il y avait ces éditoriaux que je signais la semaine africaine. Et puis, il y avait des réflexions politiques qui étaient des réflexions personnelles, hein, que je signais avec un pseudonyme, hein, pour montrer que cette réflexion était une réflexion laïque,
où, d'après le point de vue qui était le mien, je proposais des réflexions, des analyses, et là je signais Basengamio Gaston. Et puis on m'avait demandé aussi de rédiger les homélies du dimanche. Alors les homélies du dimanche, je signais Père Christian. Et donc Basengamio Gaston, c'était pas la peine que les gens n'avaient pas besoin de savoir si j'étais prêtre ou non. Les gens, c'était une réflexion politique. Je n'étais pas le seul dans la semaine africaine à écrire des analyses personnelles. Beaucoup d'autres gens se sont exprimés à cette occasion dans la semaine africaine. Et donc Basengamio Gaston, c'était l'expression de quelqu'un qui réfléchissait avec sa tête et avec ce qu'il pensait. L'homélie, c'était un commentaire des textes de la liturgie de la parole du dimanche. Et là, je signais Père Christian, parce que, bien sûr, quand on écrit un prêtre qui prononce une homélie, il essaye de dégager les perspectives offertes par la parole de Dieu qui est lue ce jour-là, et il s'exprime au nom de la mission. La force d'en haut pour les chrétiens qui s'engagent en politique, ça ne veut pas dire que c'est la force qui va faire qu'ils vont gagner. En politique, on mène des combats. Et c'est pas toujours le meilleur qui gagne. Père Christian de la Bretèche, comment arrivez-vous à établir le lien entre l'Église qui fait partie de la société civile et la politique? L'Église a une doctrine sociale. L'Église s'adresse aux chefs d'entreprise. L'Église s'adresse aux syndicats. L'Église l'Église prend des positions. Elle prend des initiatives. Et c'est son rôle. Une Église qui n'a pas de parole, elle va servir à qui? Elle va servir à quoi? Et donc, quand dans un pays, il y a une Église vivante, avec un épiscopat, ou au niveau de chaque diocèse, un évêque choisi par le pape prend des responsabilités et s'entoure d'un presbytérium qui sont des prêtres qui ont fait 8 ans d'études, donc des gens qui ont été formés à réfléchir, et un évêque qui a dans son diocèse des responsables, qui participent à l'Eucharistie du dimanche, mais qui sont des chrétiens baptisés, eh bien les chrétiens ont des choses à se dire. Et les évêques ont des choses à dire aux autres chrétiens. Et l'Église est un acteur spécifique de la société civile. Et c'est à ce titre-là que Monseigneur Kombo a été choisi par la conférence nationale à l'unanimité pour la présider, en tant qu'un membre éminent de la société civile. Voilà, lorsque vous dites de la page 143 à la page 145 que l'homme le plus critiqué et insulté de la transition aura été probablement Monseigneur Ernest Nkombo. Sur quoi fondez-vous votre argumentaire? C'est ce qu'on voyait. On était toute une équipe de journalistes à la semaine africaine, on suivait l'actualité, et donc on voyait bien que Monseigneur Kombo a passé des moments tout à fait difficiles et a pris de grands risques. L'autre ligne qui caractérise Monseigneur Kombo, c'est que Monseigneur Kombo avait compris que s'il ne prenait pas les choses en main, les élections n'auraient pas lieu. Et qu'il y avait plein de gens qui souhaitaient que les élections capotent.
que le processus électoral qu'apporte. Et donc, nous, à la semaine, on observait les choses et on disait, mais le Conseil national de la République est en train de prendre sur son dos tous les pouvoirs. Le ministre de l'Intérieur est mis de côté. Et tout se passe et tout se règle de plus en plus au niveau. Et c'était de la part de Monseigneur Combo une preuve de réalisme. Et en même temps, il prenait un très grand risque. Parce que si le processus électoral avait capoté, tout retombait sur lui. C'était lui le coupable. Et donc, c'est sa personnalité, la qualité de sa présence à la tête du Conseil qui a permis de faire des élections qui n'ont pas été parfaites. Donc, il y a eu des... Parce que ça fait partie de la culture politique du Congo, c'est qu'aux élections, on triche. Donc, tout le monde triche, tout le monde veut tricher, tout le monde pense qu'il faut tricher, tout le monde se demande voilà, comment on va tricher, et on triche. Et ce qui est très dommageable, et donc c'est au milieu de cette espèce de tricherie qu'il fallait arriver à un processus électoral qui tienne la route, où on puisse dire, mais si, d'accord, il y a eu telle tricherie, d'accord, il y a eu tel truc, mais finalement, l'élu, c'est bien celui-là, c'est celui-là qui a été élu. Donc, et donc, si on a réussi à traverser cette période électorale troublée, c'est grâce à la personnalité de Monseigneur Combo. Et donc la grande maladresse de M. Lissouba, ça a été que dès que le problème du Premier ministre avec s'est posé, il a pris le risque de dissoudre l'Assemblée nationale. Or, M. Lissouba n'avait pas la personnalité de Monseigneur Combo pour organiser des élections. Toujours dans la turbulence électorale, Père Christian de la Bretèche, vous nous parlez ici des malentendus à dissiper. Y en avait-il vraiment? Mais alors, ce malentendu fondamental, c'est un président qui préside, un Premier ministre qui gouverne. Il y a encore plein de Congolais qui croient que c'est le président de la République qui va payer leur salaire. Et que si il y a des retards dans le paiement des salaires, c'est que le président de la République n'a pas l'argent qu'il faut pour payer les salaires. On a écrit ça dans la semaine africaine, on a dit attention, il faut attendre du président de la République, c'est qu'il préside. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature, il est le président du Conseil de défense, il est le chef de l'armée, il doit mettre en place le Conseil constitutionnel, il doit mettre en place le Conseil d'État. Toutes ces structures-là sont très importantes parce que c'est des structures d'arbitrage. Quand un problème se pose, c'est à ce niveau-là qu'on défait les nœuds pour que la vie continue, qu'on règle des problèmes et qu'on avance. C'est ce qui vous a poussé à tirer cette conclusion que le président préside et que le gouvernement gouverne. Ben voilà. Et or, quand M. Lissouba est arrivé à la fin de son mandat, les institutions qu'il aurait dû mettre en place et qu'il aurait dû présider n'existaient pas. L'article
démocratie hors sujet, faire la politique ailleurs et autrement. N'était-il pas vraiment une provocation de la part de votre journal La Semaine africaine? Si, c'est une provocation, mais je ne suis pas le seul à dire ces choses-là. Il y a de très bons livres qui ont été écrits sur le modèle de l'État rentier. Et donc, il n'y a pas que le Congo qui a du mal à instaurer une démocratie dans le pays. Tous les pays africains sont en recherche, ils tâtonnent, on échoue et on reprend, et puis petit à petit ça finira par venir parce que il y a trop de gens qui le désirent pour que ça n'arrive pas, et qu'il y a des gens de plus en plus compétents, de plus en plus expérimentés pour faire que on finisse par y arriver et à installer les outils qui permettent à une démocratie de vivre. Ce que j'ai voulu dire dans cet article, c'est que donc j'avais déjà écrit que les politiciens ne s'étaient pas intéressés au texte constitutionnel. C'est là où le titre que j'ai choisi de donner à tous ces articles qu'on m'a demandé de réunir dans un bouquin, Essai de démocratie, essai. On a essayé et on n'a pas encore complètement réussi. Excusez-moi, Père Christian de la Bretèche, ne pensez-vous pas que, ça c'est votre opinion que je demande, que ces différents malentendus, le manque de respect des accords, n'ont-ils pas été à l'origine des conflits armés que nous avons vécus dans ce pays? Si, bien sûr, c'est ça. Et donc, mais l'objectif de la classe politique, des leaders, hein, ça n'est pas d'installer la démocratie, c'est de contrôler la rente de l'État. Qui contrôle la rente? Celui qui contrôle la rente, il a l'argent, il peut avoir un premier cercle de personnalités autour de lui qui peuvent sans difficulté s'enrichir beaucoup, hein. Et puis un deuxième cercle où il y a des gens qui peuvent s'enrichir moyennement, hein. Donc, et puis il y a la part du public qui ne s'enrichit pas parce que les salaires au Congo ne permettent pas de s'enrichir. Ils ne s'enrichissent pas, mais au moins ils ont un salaire. Et c'est déjà beaucoup. Et ceux qui ont un salaire s'estiment favorisés par rapport à tous ceux qui n'ont même pas de salaire. Les partis politiques disent qu'ils ont des projets de société, mais quel projet de société sur l'éducation? Le système éducatif congolais est en train de partir en vrille. Il n'y a aucun parti politique qui a un discours construit, argumenté sur ce sujet-là. Le système éducatif congolais rejette chaque année plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui n'auront pas d'emploi. C'est un problème national, c'est un problème considérable. Il y a de plus en plus de Congolais qui étudient, qui réussissent à trouver des filières d'études qui les conduit à un niveau de compétence très élevé. Et quand quelqu'un est arrivé à un certain niveau de compétence,
il ne peut pas se satisfaire de ce système de corruption dans lequel nous pataugeons. Il y a, dans un système qui s'est corrompu petit à petit, hein, il y a des choses qui, du point de vue intellectuel, sont absurdes. Or, les gens qui, par leurs études, par leurs efforts, sont arrivés à un niveau de compétence, hein, ils ne supportent pas, hein, et que les choses soient impossibles. Et donc la démocratie viendra. Elle viendra, mais ce jour-là, des hommes et des femmes de ce pays auront conquis sur eux-mêmes et sur leur société un niveau de leadership qui fera qu'ils vont se mettre ensemble pour gouverner. Père Christian de la Bretèche, pourquoi devrait-on décentraliser les ambitions? Vous ne pouvez pas dire à des gens qui habitent Pointe-Noire et qui habitent le Maillon, mais qui habitent les différentes localités, vous ne pouvez pas leur dire qu'ils ne sont pas chez eux. Ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui voient les problèmes et quand des gens intelligents ont vu les problèmes, ils peuvent les régler. Hein. Et donc, quand le pouvoir s'installe au sommet, hein, il n'arrive pas à descendre jusqu'en bas. La possibilité par les gens de gérer leurs propres affaires. Quand ils sont capables de vivre ça au niveau municipal, là où on habite, là où on est chez soi, où on est chez nous, hein, à partir de là, tout un édifice peut se créer. Et il y a des pays d'anciennes démocraties qui sont en train de voir ça. Un pays comme la France, où la démocratie est très malade en ce moment, au niveau de la base, au niveau de la municipalité. Parce qu'à ce niveau-là, il y a des choses magnifiques qui se font et qui s'organisent. Et quand le pouvoir d'État ne respecte pas la logique de la localité, eh bien, il se crée un grand désordre. Et donc, là, en France, il y a un monsieur qui est en train d'expliquer ça très bien, le maire de Cannes, qui est le président des maires de France, est en train d'expliquer que quand le pouvoir est installé en haut, la bureaucratie devient tellement... C'est qu'on a de plus en plus de fonctionnaires. Hein. Plus il y a de fonctionnaires, plus la bureaucratie est compliquée. Plus c'est compliqué, plus les gens sont fâchés. et que finalement plus personne ne sait où on en est, qui a décidé ça, pourquoi il a décidé ça, alors que nous, on pense autrement et que chez nous, on aurait la solution si on nous laissait faire, etc. Le pouvoir des peuples à disposer d'eux-mêmes. Hein. Je pense que c'est une chose de base. C'est une chose de base. Et régulièrement, il faut remettre le couvert pour remettre les choses dans l'ordre
où elles peuvent s'instaurer. Père Christian, quelle est cette vérité-là qui devait s'imposer à tous les Congolais? En politique, la violence n'est pas une solution. Et que quand dans un parti politique, les violents prennent le pouvoir, eh bien, ils se trompent. Ils se trompent. Et ils mettent le pays en danger. Ils mettent en danger leurs parents, leurs enfants, la vie de leur pays. Il n'y a aucun sujet sérieux dans un pays comme le nôtre qui exige qu'on prenne les armes et qu'on se tire dessus. Ça n'existe pas. Donc les gens qui disent ah ben oui, il fallait bien, donc oui on a fait ça, on a choisi ça, ils se trompent. Et il est très important que à tous les niveaux, en commençant par au sein de l'armée même, il doit y avoir ce concept de non-violence. Un militaire, il a une arme, mais s'il est violent, il va faire des conneries avec son arme. Et il a une arme, c'est pas pour s'en servir. Il faut qu'il ait une arme parce que il peut être attaqué. Et que si c'est lui qui est la force publique, il ne peut pas être dans une situation dans laquelle il va être vaincu. Mais son arme n'est pas faite pour imposer ceci, pour imposer cela, pour troubler ceci, pour troubler cela. Et la présence, par exemple, la présence d'une gendarmerie dans un espace rural, ça devrait toujours être, les gendarmes devraient être vraiment les parents d'une localité. Quand ils sont là, tout le monde est calme, c'est paisible, il n'y a pas besoin de violence. Et si quelqu'un déchaîne la violence quelque part, on a le moyen d'arrêter ça et de remettre de l'ordre. Et quand s'instaure dans la force publique l'esprit milicien, là, ça crée l'insécurité au niveau de la population, l'esprit milicien. Ça crée l'insécurité. Au lieu d'assurer la sécurité, ils font le contraire. Ça crée l'insécurité. Et donc, quelquefois, quand on dit que une armée doit être non violente, on va nous dire, ça c'est comme l'idée de Monseigneur Combeau sur c'est venu d'une autre planète. Eh ben non, c'est pas venu d'une autre planète. Le militaire violent, c'est un fou. Et le militaire qui fait son travail et qui exerce la force quand c'est nécessaire et en la modulant, c'est pas un fou. Il est maître de lui-même et il est maître de ses hommes. Et quand il exerce une mission, il sait en quoi consiste la mission. Et quand la mission est remplie, eh bien, on rentre à la maison. On ne rajoute pas des trucs pour ceci, pour cela, et on n'invente pas des trucs qui n'existent pas, et qui vont créer le désordre, et qui vont créer la panique. Donc un militaire, c'est quelqu'un qui est plus fort. Il est armé, mais il est sage, il n'est pas violent. Et il installe la paix dans un pays peut venir ou ne pas venir
à cause d'une armée qui n'a pas la bonne philosophie, qui n'a pas la bonne spiritualité. Voilà, Père, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Nous avons commenté tous les deux Essai de démocratie en République du Congo, tome 1, un livre que vous avez écrit. Et la logique de cette émission voudrait que le mot de la fin vous revienne. Un commentaire. S'il y a des gens que tout ça intéresse, qu'ils achètent le livre et qu'ils instaurent. Et quand donc dans le livre, tout ne va pas les intéresser, mais il y a beaucoup de choses. Et quand un article les intéresse, qu'ils en discutent, qu'ils organisent des débats, hein, en se disant, tiens, à cette époque-là, il s'est passé ceci, cela. Hein. Mais est-ce que ça peut se reproduire? Et pour que ça ne se reproduise pas, il faut quoi? Et donc à travers ce livre qui, encore une fois, a été écrit au cœur des événements, eh bien, il y a plein de choses à réfléchir. Tout n'est pas juste, évidemment. Il y a des choses où j'ai pu me tromper, où il y a des choses dans lesquelles j'ai émis des jugements qui n'étaient peut-être pas ce qu'il fallait dire, ou une meilleure présentation des choses aurait été plus adaptée. Mais je crois que en lisant ce livre à plusieurs, il y a plein de débats utiles qui peuvent être posés. Hein, et tout le monde est intelligent. Hein, tout le monde peut lire et se mettre en face d'une réalité et se dire ça c'est juste, hein, et puis ça c'est faux, ça n'est pas juste, ça c'est pas bien, ça on ne doit pas faire ça, ça c'est... Et plus il y aura de gens qui seront devenus raisonnables, hein, au cœur des situations qu'ils sont appelés à vivre, plus il y a de chances de voir notre pays devenir une belle démocratie. C'est un petit pays, le Congo, on n'est pas nombreux. Et c'est un pays plein de possibilités, plein de choses, hein, qui sont là à notre disposition. Et plus il y aura des gens honnêtes, et plus il y aura des gens raisonnables dans ce pays, plus nous avons de chances de voir s'installer des municipalités, des régions, des sous-préfectures, des zones rurales, des petites villes. Hein, la municipalisation accélérée, hein, c'était une bonne idée. Hein, c'était une bonne idée. Alors après ça, il y a plein de gens qui ont fait n'importe quoi avec ça, mais c'était une bonne idée. Et je parle dans le livre de la décentralisation des ambitions. Avoir l'ambition de devenir le maire d'une petite ville. Hein. Mais c'est beau, hein. C'est beau, hein. Ça donne plein d'idées. Et un homme ou une femme qui est intelligent, dont l'esprit a été ouvert par des études, hein, et qui se dit, mais moi, je pourrais gérer la ville ici. Et puis qui allait, et c'est son ambition, elle veut y arriver. Hein. Dans une ambition comme ça, il y a beaucoup d'amour, et il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup d'intelligence. Hein. Et quand toutes les villes du Congo seront gérées par des gens comme ça, qui ont rêvé de mettre leurs compétences au service
de leur localité. Ah, mais c'est toute une ambiance dans le pays qui va évoluer, qui va changer. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions ici sur ce plateau avec le père Christian de la Bretèche. Avec lui, nous avons commenté l'ouvrage intitulé « Essai de démocratie en République du Congo ». Dans ce livre, l'auteur a commenté plusieurs activités liées à la Conférence nationale souveraine et à la période de transition. Chers téléspectateurs et chers internautes, vous pourrez nous suivre sur Facebook, X et Instagram. Dans l'espoir de vous retrouver prochainement, nous vous disons au revoir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CB5 TV. Merci.